c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Tu entends, ils sont encore tués, alors pour ce peuple, je les défie. Je chante, je rappe, pour que personne n'oublie. Je jeûne, j'évangélise et prophétise sur cet album pour assurer à mon peuple sa survie. Bienvenue dans Ingeta, le peuple d'abord. Le peuple, le peuple. Escosa komona makile zako sofana escosa na kondima natemboka na biso ekononga eske yoyo kaka pasi tango monaka epa ya baninga escosa na kiadindeko natina liwa ya lumuka esko kondima makambo ekosala makala kongo. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre émission spéciale sur la recolonisation de l'Afrique, en fait de la République démocratique du Congo, le thème même de cette grande conférence qui aura lieu dans quelques minutes à Montréal. À l'émission ce soir, 3 invités de marque, monsieur Patrick Mbeko qui est politologue, monsieur Ndandou qui est également politologue, et nous allons aussi avoir monsieur Aziz Fall. Et nous avons aussi avec nous à cette émission une dame d'ailleurs, je n'ose citer son nom, elle parle beaucoup, donc vous aurez l'occasion de la rencontrer. Et nous avons également un Canadien, certain monsieur Lebleu, qui est avec nous et avec qui on va parler. Donc voilà, c'est l'ensemble de cette émission. Alors restez là, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à cette émission spéciale qui porte sur la colonisation du Congo-Kinshasa. Je vous le rappelle, nous sommes à Montréal aujourd'hui et nous rencontrons en fait lors de cette conférence organisée entre autres par le mouvement Apareco, nous rencontrons avec nous M. Ndandou avec lequel nous parlons justement du contenu même de cette conférence. M. Ndandou, bonsoir et merci de votre participation à cette émission spéciale. Bonjour M. Ngaka. Je suis à votre écoute. Monsieur Ndandou, ma toute première question est celle en fait de savoir si vous pouvez nous situer un petit peu sur votre lecture de la situation politique actuelle en RDC. Comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui puisqu'on parle déjà des élections d'ici l'année prochaine, 2016. À Montréal, nous parlons un petit peu du contenu de ce qui se passe. Le pays n'est pas aussi stable que cela peut paraître. On parle ici de la colonisation, comme par hasard, de ce grand pays de l'Afrique et particulièrement du Congo. Ça paraît presque incroyable pour le téléspectateur qui nous regarde. Allez-y. Bon, mais ma compréhension de la situation, c'est que d'abord dans le monde, nous sommes menacés par presque une 3e guerre mondiale qui peut être thermonucléaire. Et localement au Congo, tout ce que nous entendons, que la ville de Kinshasa n'est plus entourée par une ceinture verte comme dans le temps, qu'il y avait des eucalyptus, des acacias, des arbres fruitiers. Maintenant, la ville de Kinshasa est entourée par des fosses communes. C'est entouré par des enterrements en masse. On n'entend que de meurtres en masse. Alors, tout cela est effrayant, parce que ça ne se passe pas seulement au Congo, ça se passe dans les autres pays, mais ce sont des pays. Alors, je suis venu ici parce que nous devons chercher moyen de libérer notre pays de cette culture politique de meurtres en masse ou de fosses communes, ou des enterrements en masse. Voilà un peu ma lecture de la situation du pays. Êtes-vous membre de l'Apareco? Oui, ce n'est pas mauvais d'avoir une autorité politique légitime, légale, authentique et démocratiquement élue. Peut-on savoir pourquoi? Mais je suis à l'Apareco parce que
D'abord, la Pareco est une plateforme qui accueille tout le monde et demande que les gens qui aimeraient laisser à leurs enfants ou à leurs petits-enfants un pays libre puissent les rejoindre. Alors, moi, je suis un grand-père, je ne peux que répondre à un tel appel. Voilà pourquoi je suis membre de la Pareco. Monsieur Ndandou, vous êtes vous-même politologue, vous avez une formation de politologue. Avez-vous cette impression que l'opposition congolaise joue réellement son rôle d'opposant actuellement en RDC? D'abord, comme je l'ai dit avant, j'accepte les principes qui ont déjà été découverts par la Pareco. Que le Congo est occupé. Occupé, ça veut dire conquis et il est colonisé actuellement. Et je trouve très mal, parce que j'ai vécu dans le Congo belge, comment un pays qui est conquis, colonisé, peut avoir une opposition efficace. Ça ne peut pas. Et l'opposition ne peut exister que dans un pays qui est libre, qui est souverain, et où les gens sont protégés par les droits de l'homme. Alors dites-moi, comment expliquez-vous que tous les partis politiques congolais qui suivent le programme du régime actuel de Kinshasa, au lieu de parler tous le même langage que vous? Mais c'est parce que, comme je vous ai dit, Kinshasa n'est plus la ceinture verte que nous avions connue. Ça veut dire que les alentours de Kinshasa étaient entourés des arbres, des eucalyptus, des acacias, des arbres fruitiers, et des endroits de tourisme comme le centre Eyala ou le lac de Mavallée, où les gens allaient librement passer leur temps. Maintenant, Kinshasa est entouré par des fosses communes. Et quand vous entendez parler de fosses communes, alors il y a l'image, n'est-ce pas, de l'époque du fascisme international nazi qui arrive dans votre tête. Kinshasa n'est plus la ville que vous avez laissée. Et ces fosses communes ne sont pas seulement à Kinshasa, ils sont dans tous les pays. Alors à Kinshasa, on peut parler le régime politique qui est là, maintenant c'est un régime du triomphe de la mort. Monsieur Ndandou, pourquoi selon vous l'opposition politique congolaise en place à Kinshasa parle si peu ou pas du tout de colonisation du Congo par les pays est-africains, entre autres, et les États-Unis? Mais c'est parce que, comme je vous dis toujours, que, et d'ailleurs, notre ami, nos deux auteurs, Mbeko et Honoré Ngwanda, l'ont bien dit, les occupants, les colonisateurs, les fascistes qui nous occupent utilisent la méthode de poker menteur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais vous dire ce qu'ils ont dans leur tête. Et de ce fait, beaucoup de gens à Kinshasa ne savent pas ce qui se passe dans les têtes des occupants. C'est la stratégie des poker menteurs ou la stratégie du grand jeu qu'on appelle le Monopoly. Dites-nous, que proposez-vous tenant compte de votre formation académique, de votre expérience professionnelle? Mais d'abord, je ne pense pas qu'ici, en Occident, il y a des universités où on forme des gens qui sont experts sur les problèmes politiques et économiques de la République démocratique du Congo. Donc l'expérience académique ne compte pas assez parce que nous sommes dans des pays, dans les mêmes pays, des gens qui nous oppriment là-bas au Congo. Donc ils ne peuvent pas nous apprendre comment nous pouvons nous libérer. Mais je peux parler en tant qu'un être humain, en tant que Muntu, en tant que Bantu. Et d'ailleurs, là-bas au Congo, nous nous appelons des Bantu, donc des êtres humains. Seulement que les pays qui nous oppriment là-bas, n'est-ce pas, nous refusent cette identité de l'être humain. Pourtant, nous nous appelons les Bantous de la capitale, que ce soit Brazzaville, que ce soit Kinshasa. En fait, dernière question, M. Ndandou, pouvez-vous nous synthétiser globalement votre propos durant cette conférence? Mais durant cette conférence, je vais parler d'abord de la colonisation, parce que c'est important de comprendre comment ces Blancs-là qu'on appelle Henri Morton Stanley, Léopold II, ont raflé les terres de nos ancêtres. Et comment nos chefs de tribus locales, régionales et territoriales et lointaines ont été déchus, ont été dépossédés de tous les droits des propriétés foncières sur leurs propres terres. Et au contraire, on leur a présenté un morceau de feuille sur lequel on leur demandait d'inscrire une croix, et sans savoir ce que signifiait cette croix,
ils ont, les gens, Stanley, utilisant la politique de poker menteur, n'avait jamais dit pourquoi il demandait d'inscrire cette petite croix. Or, cette petite croix, par cette petite croix, n'est-ce pas, nos ancêtres abdiquaient toute la souveraineté internationale et nationale sur leur propre terre. Et voilà ce qui va être joué contre eux. C'est pour cela que c'est important de comprendre comment ces Blancs nous ont raflé, pas seulement les terres, mais les droits de propriété de nos terres. Alors, je vais parler de la recolonisation parce que c'est important de comprendre ce qu'est la recolonisation. Parce qu'il y a eu une révolution ici, en Occident, ce qu'on appelle la révolution des armées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions qui étaient occupées par les armées en Amérique, ici au Canada, ou les services de renseignement comme les CIA, maintenant, qui sont occupés par des privés. Et alors, ils sont venus en Afrique là-bas, ils ont contacté des pays, et maintenant, il y a des pays comme l'Ouganda, ou le Rwanda, ou le Congo lui-même, que ces armées ne sont plus comme des armées que nous avons connues dans le temps, qui défendaient l'intérêt national. Maintenant, ce sont des armées de mercenaires qui sont engagés et qui sont payés par les grandes compagnies multinationales. Alors je voudrais que les gens comprennent cette différence, que nous n'avons plus des armées nationales en Afrique, nous avons des armées qui sont des mercenaires des grandes compagnies internationales. C'est là que maintenant va venir la proposition que je voudrais faire à notre ami M. Fall ici, M. Aziz, la proposition qui était du groupe de Casablanca, qui était de constituer un haut commandement militaire conjoint africain pour défendre les intérêts africains. Parce que maintenant, nous n'avons plus des armées nationales, nous n'avons que des mercenaires qui sont payés par les grandes compagnies multinationales. Merci beaucoup, M. Nandou. Merci. Merci beaucoup, M. Ngaka. Et nous voilà de retour à cette émission spéciale où nous parlons ici même à Montréal. Il est question de la recolonisation de l'Afrique, du continent africain et pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Madame, monsieur, rebonsoir. Nous parlons avec monsieur Aziz Fall qui est africain. Il est originaire du Sénégal. C'est un politologue, un grand politologue avec lequel nous parlons justement de cette question très importante. Bonjour, monsieur Fall. Bonjour. Merci de votre présence à cette émission spéciale et aussi à cette grande conférence qui a eu lieu à Montréal. En fait, ma toute première question est celle de savoir, premièrement, comment expliquez-vous votre intérêt pour cette conférence, puisque je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Non, à chaque fois qu'il s'agit du Congo, je ne peux pas ne pas participer. Récemment, les amis congolais m'ont offert le prix Lumumba. C'était une grande gratification. C'est d'ailleurs la première fois que j'acceptais un prix de toute ma vie. Donc j'ai un attachement particulier pour le Congo, parce que d'abord mon père a été ambassadeur du Congo en Égypte. C'était un ami de Patrice Lumumba. C'est lorsqu'on tue Patrice, c'est mon père qui ramène Pauline et ses enfants en Égypte. Donc j'ai un attachement presque biologique. Votre père était ambassadeur Oui, mon père était congolais, il était naturalisé congolais. C'était un ami de Patrice Lumumba. Papa était congolais. Vous êtes un Congolais? Donc je suis un Congolais. Moi, Namboka. Voilà, je demande la restitution. Je l'apprends. Ah ben voilà, pourtant ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît. Exactement. C'est une partie de ma vie que je n'ai pas souvent dévoilée, mais quelques Congolais le savent. Donc votre papa était ambassadeur du Congo au Caire et c'est lui entre autres qui avait reçu Lumumba. C'est lui qui ramène Pauline et ses enfants au Caire lorsque Patrice est assassiné. Parce qu'effectivement, en fait la famille, les enfants avaient vécu au Caire, si je me rappelle bien, à l'époque du président égyptien Nasser, le grand Nasser. Comment expliquez-vous, en fait, M. Fall, quelle est votre lecture, justement, de la situation actuelle du continent africain et plus particulièrement de la République démocratique du Congo? Alors, le Congo est très représentatif de ce qui se passe sur le continent africain depuis à peu près presque 2 siècles, mais particulièrement depuis cette conférence de Berlin qui permet à un
pays au fond modeste de l'Europe de pouvoir, sous la tutelle des firmes transnationales, exploiter le Congo. Donc, le Congo a été exploité et continue de l'être par des intérêts étatiques, mais aussi des firmes transnationales. Ce qui se passe à l'échelle du Congo se passe à l'échelle beaucoup plus grande. Lorsque vous parlez de la conférence de Berlin, je vous interromps, vous parlez ici de cette conférence qui a eu lieu en 1885, donc lors du partage du continent africain, c'est bien cela? C'est en fait davantage le partage du Congo. Les gens souvent font l'amalgame, c'est un début à toutes sortes de traités entre puissances européennes, mais ce qu'on discute véritablement, c'est la circulation au Congo, l'accès au Congo et la façon par laquelle les compagnies achats, l'ancienne des firmes transnationales, des firmes multinationales, vont délaisser ce continent en luttant qu'on reconnaisse la juridiction et, disons, alors, le Congo, c'est un peu le microcosme de l'Afrique, c'est-à-dire que ce qui s'est décidé à la conférence de Berlin, c'est l'accès des firmes transnationales, des firmes multinationales, à l'époque qu'on appelle les compagnies à charte, à ce territoire, en autant qu'on reconnaisse la tutelle du roi des Belges. Lorsque le processus de décolonisation se fait, l'ordre mondial, qui est dans une guerre froide, se rend compte qu'on ne peut pas laisser ce pays devenir souverain. C'est une anomalie géologique, il y a trop de ressources, et surtout, sa classe politique est très très peu formée. Et donc, très rapidement, le processus d'indépendance est stoppé. Vous êtes indépendant pendant presque 2 mois. Et depuis cette période-là, la souveraineté du Congo est mise à mal par l'expropriation, le pillage des ressources, des matières premières qui, passant du nucléaire à l'or, va maintenant passer au coltan, etc. Mais je vous interromps ici lorsqu'on parle de l'indépendance stoppée. Vous avez parlé de 2 mois d'indépendance avec M. Patrice Lumumba. Je vous ramène vers une autre question. Ici, la question est que comment expliquer alors que la Belgique, le royaume de Belgique, ait accordé, on dirait presque rapidement, l'indépendance aux postulants congolais. On parle du 30 juin 60, alors qu'il y a eu un Van Blissen, le professeur Van Blissen, qui avait dit non, écoutez, c'est noir dans 30 ans seulement. La Belgique a accordé l'indépendance en 60 parce que se disait que ces gens-là ne sont pas prêts. Ils n'ont pas de cadre, ils ne sont pas préparés, de toute façon, ça va péter. Alors, lorsque vous dites maintenant que cette indépendance a été stoppée, il n'y a pas une certaine contradiction quelque part? Non, pas du tout. Pour l'establishment belge, avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'est un peu comme ça avait été écrit au tableau dans le fameux film. Et donc en réalité, cette mentalité-là, très coloniale, paternaliste, a été elle-même confrontée à la réalité de la guerre froide, c'est-à-dire des États-Unis qui, eux, veulent réaffirmer leur prééminence dans l'espace. Donc c'est les États-Unis qui, grâce aux firmes transnationales, vont fragmenter le pays, le Katanga, etc., vont choisir les gens qui vont remplacer Lumumba, vont faire assassiner le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, et vont faire assassiner Patrice Lumumba. Donc en réalité, la Belgique, un peu comme à l'époque du congrès de Berlin, est une puissance mineure face à un jeu beaucoup plus grand qui la dépasse. Elle fait plusieurs gesticulations, mais en réalité, elle n'est pas maîtresse du jeu. Le problème, c'est la façon par laquelle la classe politique congolaise elle-même n'est pas capable de prendre son rôle historique et très rapidement se contente du rôle de supplétif dans lequel on le place, c'est le régime de Mobutu. Et la suite de l'histoire, c'est une histoire plus complexe puisque la fin de la guerre froide nous fait rentrer dans un repavage étatique de l'Afrique centrale avec un rôle cette fois-ci laissé à l'Ouganda et au Rwanda dans un dispositif de la politique américaine. Monsieur Fall, je vais revenir ici sur les élections, puisqu'on parle de plus en plus des élections d'ici 2016. Je vous pose carrément la question, croyez-vous que ces élections auront-elles lieu? Ou bien le Congo s'achemine-t-il tout doucement vers une nouvelle invasion rebelle en provenance de l'Est? Il faut souhaiter qu'il y ait des élections, bien sûr, dans des conditions qui puissent la permettre, que la Constitution reconnaisse. Il y a assez de gens dans le pays qui peuvent diriger ce pays-là. Je crois qu'il est tout à fait anormal d'avoir une telle prolifération de partis politiques et de telles formations politiques. Ceci dit, moi je ne crois pas non seulement au processus institutionnel de représentativité. Je crois que le Congolais appartient au Congo et les Congolais doivent prendre le rôle historique de jouer la fonction politique de représentation et d'investir leur formation politique. Donc ce n'est pas laissé à une petite catégorie le jeu politique, c'est aux Congolais non seulement de lutter contre le syndrome de mort qui s'installe dans le pays, mais de dépasser le jeu institutionnel dans lequel on veut les enfermer pour vraiment repolitiser les enjeux qui sont des enjeux de souveraineté fondamentale, d'unité nationale
et de construction. Et dans cette perspective-là, probablement des grandes coalitions pourraient arriver au pouvoir et réussir ce que nous venons de dire dans une perspective panafricaine. Alors, le grand public n'est pas ici ce soir. Nous avons de nombreux téléspectateurs d'un peu partout grâce à Internet qui nous suivent, et ceux de Kinshasa aussi qui nous suivent. J'aimerais vous demander très rapidement, puisqu'ils ne sont pas présents, de nous synthétiser rapidement vos propos durant cette conférence, en gros. Alors, j'étais venu présenter quelques extraits de mon film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, qui sonne l'alarme en fait sur l'ampleur de la recolonisation du continent. En fait, les forces tenant de l'ordre mondial préfèrent instaurer un ordre géopolitique puisqu'elles ont perdu dans la coopération économique en faveur de pays comme les pays du BRICS, notamment la Chine. Et donc la lutte contre le terrorisme, la guerre totale, fait que nos pays, incapables de faire front devant cette menace sécuritaire, sont obligés de s'aligner, ce qui permet à l'Africom, une base basée à Stuttgart, de satelliser l'essentiel de nos pays et de permettre au film transnational de durer pour le XXIe siècle dans l'accès et la convoitise. Et donc c'est un film qui rappelle le rêve des années 50 et 60 de nos dirigeants et fait le bilan des 50 dernières années sous une déclaration qui s'appelle Africom Go Home, comme le film, et qui est signée par des Africains et des Allemands, qui montre qu'en réalité on ne veut pas une autre colonisation sur le modèle de ce qui s'est passé à Berlin. Vous vous êtes rendu sur place en Allemagne. C'est encore vous qui avez pratiquement conscientisé, je dirais presque, le gouvernement de la situation, c'est bien cela ? Ils ont éveillé plusieurs des parlementaires qui ont posé une trentaine de questions au gouvernement allemand. Nous avons eu la sortie de ces questions. Il y a une plainte qui a été formulée parce que cette base viole la constitution allemande elle-même. Et donc effectivement, le public allemand comme le public africain ignore l'ampleur de ce système militariste qui est en train de s'installer. En fait, dernière question, je reviens encore une fois à la République démocratique du Congo. Comment expliquez-vous que deux pays est-africains anglophones peuvent-ils recoloniser un grand pays riche comme le Congo, une ancienne colonie belge où la langue officielle est le français? Parce que tout simplement, ils sont pour l'instant historiquement dans un rôle coopté par le dispositif de la politique américaine dans la sous-région. À l'époque, c'était d'abord avec Yoweri Museveni, ensuite par la suite avec le régime de Kigali. Mais beaucoup plus gravement, c'est la façon par laquelle tout le dispositif de la Corne de l'Afrique centrale, a été mis sous tutelle par cette politique qui émane des néoconservateurs, qui a du mal à prendre racine chez les démocrates et qui suppose effectivement des rivalités intestines. Donc, au début, les Ougandais et les Rwandais s'entendent, très vite, la zizanie prend dans la convoitise. Donc, vous voyez qu'il y a différentes réalités qui se bousculent ici, mais qui expliquent que lorsqu'un pays est divisé, aussi grand soit-il, comme le Congo, eh bien, il se retrouve tout simplement incapable de se défendre contre d'autres plus aguerris, militairement organisés, capables aussi économiquement de profiter d'une portion de ces richesses qui sont exploitées et de développer leur propre pays. Si vous regardez aujourd'hui le Rwanda, il peut être tout à fait enviable par rapport à plusieurs des facteurs, la condition des femmes, la propriété du pays, la gestion, mais aussi parce qu'il a pu ponctionner une bonne partie de la richesse et avoir un système autocratique qui gère ce pays. Donc le Congo, effectivement, continue malheureusement sa spirale descendante. On ne parle pas beaucoup de la comptabilité macabre de 6 millions, 8 millions, les chiffres sont parfois même extraordinaires, mais il y a une mortalité anormale dans ce bassin de l'Afrique. Les Congolais eux-mêmes ignorent l'ampleur du désastre. Donc cette Afrique sans les Africains, nous n'en voulons pas et nous pensons qu'il faut absolument freiner cela par d'abord une prise de conscience et expliquer aux sociétés occidentales elles-mêmes que si elles savaient l'ampleur de ce qui se passait, du moins certaines d'entre elles pourraient avoir un réflexe internationaliste. Mais c'est à nous, Africains, de nous réveiller, comme durant la lutte contre l'apartheid, de savoir que si nous ne nous unissons pas, ce monde se fera sans nous, avec évidemment tout son cortège d'horreur, alors que nous portons un espoir, nous portons une autre vision du monde, nous avons foi à cette jeunesse qui pourrait se réveiller à condition qu'elle se repolitise. C'est un peu le sens du film. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Et nous voilà de retour à cette émission spéciale où il est question aujourd'hui même à Montréal
On parle de la recolonisation de l'Afrique et plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Nous recevons avec nous un invité de marque. C'est un grand monsieur, il est congolais, il a beaucoup écrit, beaucoup réfléchi sur notre pays. En fait, monsieur Patrick Mbeko, bonjour, bonsoir, merci de votre participation. Bonjour à vous. À cette émission. Monsieur Mbeko, en fait, d'abord, vous êtes politologue, vous êtes un chercheur, vous êtes écrivain aussi. Que cherchez-vous juste devenir le prochain président congolais à la place de Joseph Kabila, car nombreux parlent déjà, nombreux murmurent déjà sur vous. On murmure, mais ce n'est pas... pour l'instant, la politique ne m'intéresse pas trop. Pas plus que ça, donc je préfère faire ce que je fais actuellement. Oui. La politique peut-être un jour, mais je ne sais pas pour l'instant en tout cas. Alors dites-nous, où vous situez-vous dans votre combat politique actuel en République démocratique du Congo? Dans quel sens? Faites-vous partie, êtes-vous membre d'un parti politique? Je ne suis membre d'aucun parti politique, mais je connais des gens dans presque tous les partis, parce que la plupart des partis ont fait appel à moi. Et voilà. Et est-ce que vous considérez-vous comme un combattant? Ça dépend du sens. Hein. Si c'est dans le sens que l'on connaît aujourd'hui, des combattants, des gens qui manifestent dans la rue, non. Je me considère plutôt comme un combattant dans le sens de Nkrumah, de Kadhafi, de ces gens-là qui se sont battus, qui ont combattu pour la dignité des Africains de l'Afrique. Dites-moi alors, pourquoi écrire tous ces ouvrages sur le Congo? D'abord, qui vous lit? Aujourd'hui, je pense que je suis lu par beaucoup de gens. Et d'ailleurs, à chaque fois que je sors un livre, j'ai une réaction d'un haut cadre de la mission des Nations Unies au Congo. Oui. Ah bon? Tout à fait, oui. Qui m'écrit pour me dire ce qu'il en pense, il me donne son avis là-dessus. Donc vous avez cette impression d'être suivi et compris, surtout compris. En tout cas, si je me fie à tous les messages que je reçois aujourd'hui du Sénégal, de Guinée, de plusieurs pays africains, des étudiants africains, des étudiants même arabes aujourd'hui, des radios, parce que j'ai été même récemment invité, il y a eu une demande d'une radio algérienne. En Algérie même? Oui, tout à fait. Donc je me dis que je suis quand même pas mal suivi. Alors parlons rapidement de l'objet même de cette conférence. De quoi s'agit-il et comment expliquez-vous votre présence dans ce lieu? Moi j'ai été invité, j'ai été en tournée en Europe et les membres de la plateforme Apareco m'ont contacté pour une conférence sur la recolonisation du Congo et de l'Afrique. Et donc je me suis retrouvé ici avec le professeur Aziz Fall et un autre compatriote. Et donc nous avons abordé le sujet et j'ai voulu aborder moi la partie géopolitique, tant sur le plan historique, donc la géopolitique historique du Congo, et puis aussi de l'Afrique, notamment les enjeux auxquels le continent est confronté aujourd'hui. Alors pour bien vous situer, pour bien vous présenter, parce qu'il y a de nombreux téléspectateurs qui ont entendu parler de vous, qui ont probablement lu votre ouvrage ou qui ont du moins entendu parler de votre ouvrage, puisque ça fait beaucoup de bouquins, qui se posent cette question. Êtes-vous membre de l'Apareco? Êtes-vous membre en fait du mouvement politique créé par M. Honoré Ngwanda, puisque vous avez écrit un ouvrage avec lui? Je ne suis pas membre de l'Apareco. Notre collaboration est une collaboration intellectuelle. M. Honoré Ngwanda est un acteur important de l'histoire politique de notre pays. Et donc nous avons décidé ensemble de mettre nos intelligences, si on veut, ensemble pour essayer d'éclairer modestement les Congolais sur les enjeux auxquels le pays est confronté depuis maintenant près de 20 ans. D'accord. Alors à titre de politologue, de spécialiste d'ailleurs, j'aimerais vous demander un petit peu votre synthèse sur la lecture de la situation politique et économique actuelle en République démocratique du Congo. Mais la RDC est un pays aujourd'hui qui est sous tutelle et sous occupation des forces étrangères. On mène contre le peuple congolais une guerre dite aujourd'hui de basse intensité, une guerre qui était dans le passé une guerre de haute intensité, mais qui s'est transformée pour devenir une guerre de basse intensité, mais avec les mêmes objectifs. Le morcellement du territoire et l'accaparement des richesses du sol et du sous-sol congolais. Dites-moi, que reprochez-vous juste au régime de Kinshasa, précisément? Mais moi, je reproche au régime de Kinshasa de travailler pour des intérêts autres que les intérêts des Congolais. Un gouvernement responsable et normal doit travailler pour son peuple. Mais quand les décisions de ce gouvernement sont orientées vers l'étranger, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et celui qui trône à la tête de notre pays, nous expliquons dans notre livre,
est un mercenaire au service des intérêts étrangers. Et nous ne sommes pas le seul qui... il n'y a pas que M. Noring Bande et moi qui le disons. Dans notre livre, nous reprenons les dires de plusieurs personnes, dont Aldo Ahelo, qui était quand même l'envoyé spécial de l'Union européenne dans les Grands Lacs, et qui dit clairement que Kagame avait demandé à Kabila des gages pour exploiter l'Est du Congo, et Kabila leur a donné... On parle de papa Kabila, le père? Non, le fils. Ouais, le fils, celui qui est considéré comme le fils. Il l'a accepté clairement. Et c'était lors d'une rencontre qui a eu lieu en Tanzanie à l'occasion de l'investiture du président Kikwete. Donc Kagame était là et Kabila aussi était là. Ils ont discuté ensemble et M. Aldo Ahelo dit clairement qu'il a été question du Congo et des richesses du Congo que Kabila a accepté de partager avec le Rwanda, puisque juste à la suite d'ailleurs de cette rencontre, on entendra de plus en plus parler du partage des richesses, tant de la part de M. Herman Cohen que de Nicolas Sarkozy et même de Aldo Ahelo lui-même aussi. Parlons de votre ouvrage écrit en collaboration justement avec M. Ngwanda, Stratégie du chaos et du mensonge. Pourquoi cette collaboration mutuelle et que recherchez-vous exactement? Précédemment, pour nous, c'est une collaboration intellectuelle et le but, c'est d'éclairer modestement les Congolais des enjeux auxquels le pays est confronté, parce que nous avons observé, nous avons publié des livres dans le passé, M. Noring Banda aussi a publié 2 ouvrages, moi aussi, et après avoir observé, analysé le comportement des Congolais, nous nous sommes dit qu'il y avait quelque chose qui manquait à la compréhension de ces événements. Pourquoi les Congolais s'en remettaient toujours à la mal nommée communauté internationale pour trouver des solutions à leurs problèmes, alors que ce sont les pays occidentaux qui composent cette soi-disant communauté internationale qui agressent le Congo à travers le Rwanda et l'Ouganda. Et donc nous avons décidé de faire un travail avec une approche très particulière pour dire aux Congolais que la guerre au Congo, dans cette guerre-là, il ne faut pas seulement voir le Rwanda et l'Ouganda, mais surtout ceux qui les ont fabriqués, ceux qui ont mis en place la mécanique meurtrière, donc les puissances occidentales. Et sur la couverture, on met bien entendu les 3 visages, mais en arrière-plan, derrière la fumée, c'est le visage des puissances occidentales, des personnages qui composent en tout cas la mal nommée communauté internationale. Croyez-vous avoir atteint votre objectif, l'objectif recherché, c'est-à-dire auprès des Congolais? Avez-vous ce sentiment que les Congolais vous ont lu réellement, qu'ils ont saisi et qu'ils sont en mesure même d'en parler, d'en discuter, de même digérer un petit peu le contenu? Parce qu'il est fort quand même. Oui, tout à fait. Ben, je dirais, au regard de tout ce que j'observe aujourd'hui, qu'il y a eu un grand pas de fait. Et moi, c'est la première fois que je vois des Congolais commander, un Congolais qui va commander 3 ou 4 bouquins pour le partager avec d'autres personnes. Il y a des Congolais qui l'ont commandé? Il y a des dizaines, des centaines de Congolais qui l'ont fait. Je l'ai vu à Londres, je l'ai vu à Bruxelles, je l'ai vu à Montréal. Des gens qui commandaient 3-4 exemplaires parfois pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour leurs cousins, pour leurs beaux-frères, pour leurs amis. Pour moi, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu de la part des Congolais. Donc ceux qui ont dit, ceux qui avaient l'habitude de dire que les Congolais ne lisent pas, pour une fois, on peut les contredire, on peut se porter en faute. Dites-moi, pour ceux qui n'ont pas lu, ceux qui nous suivent, ils sont à Kinshasa, ils sont un peu par-ci par-là, en Belgique, en France, par-ci par-là. Quelles sont les grandes lignes? Quel est le cœur? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir exactement dans votre ouvrage? Ils doivent simplement comprendre que le Congo fait face à une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, que si on doit remonter à l'histoire de la fondation même de ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo, que nous qualifions d'État libre du Congo, étant donné que le Congo était une terre qui appartenait à toutes les puissances occidentales. Donc ceux qui vont lire le livre doivent comprendre que dans le mécanisme psychique des décideurs occidentaux, le Congo est un bien commun. C'est leur chose, c'est leur terre. Ils veulent les richesses du Congo sans les Congolais, et pour cela ils utilisent des proxys, notamment le Rwanda, l'Ouganda et même des Congolais de service pour arriver à leur fin. Bien, merci infiniment. Merci beaucoup, M. Meko. Merci. Alors restez là, nous sommes de retour tout de suite après cette pause publicitaire. Et nous voilà de retour à cette émission spéciale où il est question de la recolonisation de l'Afrique et plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Nous recevons un Canadien québécois qui est membre d'une organisation qui cible, qui parle ici de la République du Canada et qui est présent justement à cette conférence.
Bonjour et merci de votre présence. Bonjour, merci à vous. Cette émission. Ma toute première question, d'abord, qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi êtes venu personnellement assister à cette conférence? Mon organisme, le Comité pour la République du Canada, s'intéresse beaucoup au développement international. Et quand on parle de développement de l'avenir, parce qu'on parle par exemple, si on parle des 50 ou même les 100 prochaines années de développement économique, c'est sûr qu'il faut regarder le continent africain et que, en fait, l'Occident a une dette envers le continent africain, avec ce qui s'est passé là, de toute l'histoire de colonialisme et de pillage de guerre qui est installé par un régime impérial, surtout britannique, mais avec différentes notations maintenant. J'ai voulu assister là, au meeting de la PARECO parce que, évidemment, le Congo, à cause de son histoire moderne, aussi à cause de sa position géographique, et en fait, pourrait devenir le cœur du développement du continent africain. Et je ne parle pas simplement de ressources naturelles, je pense d'une ressource humaine très importante. Et aussi, évidemment, aujourd'hui, on se trouve dans un contexte où je pense qu'on parle beaucoup plus du développement de l'Afrique du point de vue technologique, du moins, avec des nations comme la Chine, qui ne font pas simplement prendre des ressources et s'en aller, mais on parle de technologie, de routes, de chemins de fer, différents autres types de technologies agricoles. Dites-moi, j'avais une question à vous poser ici. Quelle est votre lecture sur la situation politique économique actuelle, on est en 2015, oui. De ce continent, et je le cible précisément en République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture? Quelle est votre compréhension? On parle carrément je pense qu'on va parler de génocide. Selon vous? Oui. De génocide voulu, c'est-à-dire qu'on a une politique, par exemple, mon organisation dans les années 90 avait parlé beaucoup de la compagnie Barrick Gold, compagnie minière canadienne, il y en a plusieurs autres aussi, qui ont vraiment aidé en fait à créer des conflits civils pour être capable de gérer les ressources naturelles de cette région-là. Et en fait, mon côté optimiste, si on veut, par rapport au continent africain, c'est évidemment toujours la question de ressources humaines. C'est-à-dire que, comme en fait l'économiste avec qui je travaille, M. Nini Larouche, a toujours parlé que la vraie ressource, c'est pas une ressource qui est naturelle, c'est une ressource qui est intellectuelle. C'est la capacité d'un peuple et d'individus à transformer leurs conditions avec des découvertes scientifiques, technologiques, etc. Donc, je me rappelle, par exemple, j'avais parlé d'un petit programme spatial congolais, de ça quelques années, où j'avais trouvé ça sur les nouvelles sur Internet. Et on voyait en fait des Congolais qui essaient d'envoyer un missile dans l'espace avec un rat à l'intérieur. Et ça démontrait en fait comment la créativité humaine peut être opprimée, mais va toujours être capable de pousser les frontières, même si ce sont des petits pas. Ce sont des pas qui démontrent encore une fois que les humains ont cette créativité qui leur est donnée à leur naissance, et qu'en mettant l'accent là-dessus, et pour ça que moi, je vois que le Congo peut transformer le continent africain, et ça de manière très rapide, si on lui donne les bons outils. Vous avez suivi la conférence aujourd'hui, vous avez entendu les conférenciers. Quels sont les éléments qui vous ont frappé durant cette conférence? Une très bonne compréhension, je pense, du problème militaire venant des États-Unis, surtout avec cette espèce d'institution qui s'appelle AFRICOM. On utilise le terrorisme ou d'autres exemples, d'autres excuses pour intervenir dans le continent et contrôler. Évidemment, un continent comme l'Afrique doit assumer sa souveraineté. Ça, je pense que ça a été bien compris par les panélistes. M. Mbeko aussi, je trouvais, une bonne compréhension des conflits internes. Et en fait, j'ai bien aimé le documentaire qui montrait en fait que beaucoup d'Occidentaux sont juste pas au courant de ce qui se passe. Ils ne sont pas très bien informés, plutôt mal informés. Oui, les Allemands qui, en fait, moi aussi j'ai appris ça, que l'Africom se situe en Allemagne. Les Allemands étaient là, ils se posaient des questions. Ah oui, c'est ici, mon Dieu. Donc juste ce documentaire-là, je pense, démontrait justement une bonne manière d'intervenir, puis une bonne manière aussi de changer les choses. En fait, dernière question, République du Canada. Quel lien faites-vous avec la situation actuelle du continent africain et avec la République démocratique du Congo? Mais oui, la souveraineté passe toujours par le développement économique.
Au Canada, on a un problème qui est différent où on parle souvent d'esclavage mental. Au Canada, il n'y a pas d'oppression physique nécessairement, mais c'est une oppression avec de la drogue, avec du divertissement, de l'ignorance. Et en fait, le pays ne se développe pas et retombe dans un système qui est colonial, sans s'en rendre compte. Évidemment, c'est comme je dis, l'économie ici est beaucoup moins de pauvres qu'au Congo, par exemple. Mais le problème est le même où les pays doivent se libérer d'une oppression qui est impériale, qui se manifeste de différentes manières, mais qui se manifeste tout de même. Donc l'idée de république au Canada, c'est de dire on rompt avec le passé de l'impérialisme britannique et on se lance dans le développement du pays et on aide les pays comme le Congo à devenir vraiment souverains. Pensez-vous que c'est pas utopique quelque part? Non, parce que en fait, l'histoire du Canada démontre que quand on se concentre sur par exemple, des nations comme les États-Unis, à un moment où les États-Unis se combattaient l'Empire britannique. Le Canada peut aller dans la bonne direction, malgré une très mauvaise constitution, malgré un très mauvais système politique avec le gouverneur général et tout ça. Moi, mon idée, c'est pas de formaliser la question de république, mais c'est d'aller vers cet état de liberté et de développement économique constant pour les générations à venir. Donc, il ne s'agit pas d'un papier formel, mais il s'agit d'une dynamique de développement dans laquelle toutes les nations doivent plonger. Et le Canada, je pense, a une dette envers le continent africain, donc doit aider dans cette direction-là. Bien. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et nous voilà de retour à cette émission spéciale où il est question entre autres de la recolonisation du continent africain. Nous parlons aussi de la recolonisation d'un grand pays tel que la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi avec nous ce soir la chance d'avoir une grande Congolaise qui vit à Montréal et qui est, je suppose, membre de l'APARECO. Bonsoir madame. Bonsoir, Vous êtes Papa Henri. Oui, je m'appelle Angélique, je suis membre justement de l'APARECO, ici au Canada. Dans le cadre de cette conférence portant sur la colonisation du Congo, de l'Afrique, le grand public qui nous suit ce soir, dont certains sont au Congo, enfin vous le savez, en Europe, en Asie, puisque cette émission va être diffusée sur Internet et à Kinshasa même, tous veulent savoir une chose, le pourquoi de cette conférence organisée au Canada et à Montréal précisément. En fait, étant que membre de l'APARECO, nous avons organisé cette conférence en fait pour informer et sensibiliser les gens à ce qu'ils puissent, pas juste les Congolais, mais également toutes les communautés à prendre conscience de ce qui se passe en Afrique en général et surtout justement ce qui se passe en République démocratique du Congo en ce moment, notre pays qui est occupé et que nous voyons aujourd'hui est en voie d'être balkanisé. Justement, c'était là ma question. Quelle est votre lecture aujourd'hui de la situation politique actuelle dans ce pays? En fait, à ce que je sache, je sais qu'on a un leader qui s'appelle Papa Honoré Ngwanda, le père de la résistance, que vraiment j'estime beaucoup, que je félicite beaucoup pour son initiative de nous avoir éveillés à prendre conscience que notre pays, la République démocratique du Congo, est bien occupé par les Rwandais, Tutsis, les Ougandais et puis en fait qui sont soutenus par la communauté internationale et les Américains en voie de balkanisation et de nous éliminer complètement, nous les Congolais, dans notre pays. Alors que propose votre mouvement politique pour résoudre cette crise congolaise? En fait, actuellement, quand je suis le père de la résistance, Papa Honoré, nous sommes en train de nous préparer pour un soulèvement populaire qui veut dire la révolution pour pouvoir finir avec tout ce qui nous occupe dans notre pays. Il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule victoire, ça va être le soulèvement populaire pour en finir, pour libérer notre pays, la RDC. Alors dites-nous, qu'attendez-vous de l'opposition politique congolaise en place à Kinshasa, puisqu'il y a une opposition politique qui est là? Selon moi, il n'y a pas d'opposition, parce que les opposants... Il n'y a pas d'opposition, des opposants. Il n'y a pas d'opposants. Ce sont des faux. C'est de faux opposants, c'est de, je vais dire, de faux opposants, parce que ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. Pour moi, c'est du théâtre que ces gens vous jouent dans notre pays. Ces gens-là, ils n'ont pas de parole. C'est des gens qui vivent dans la peur, des opposants qui sont
qui vivent dans la peur et qui ne sont pas capables de défendre le droit pour lequel le peuple les avait donnés comme droit de les défendre. Ouais, mais eux, en fait, ce qu'ils disent, ils sont sur le terrain. Ils livrent la bataille sur le terrain, tandis que votre mouvement vit à l'étranger. Elle est cachée à l'étranger. Elle ne vit pas les conséquences, elle ne reçoit pas les coups de matraque et autres. Elle n'a pas de problème, on ne vient pas les chercher chez eux à 4 h du matin, 5 h du matin. Alors, lorsque vous dites que ces gens-là ne sont pas crédibles, comment l'expliquez-vous concrètement? C'est parce qu'on voit bien ce qui s'est passé le 19, le 20, le 21 janvier 2015. En fait, les opposants avaient demandé aux jeunes d'aller manifester pour une cause et malheureusement, ces jeunes-là ont été assassinés et ces mêmes opposants n'ont pas été capables de défendre la population pour vous dire que parce que ces opposants ont peur eux-mêmes. Donc nous ne nous fions pas à ce qu'ils disent parce que c'est de faux opposants pour moi. Alors dites-nous, quels sont les objectifs? Vous avez parlé tantôt du mouvement de M. Ngwanda, que vous considérez comme étant le grand patron de ce mouvement qui est Apareco. Dites-nous, quels sont les objectifs recherchés par le mouvement dont vous êtes, je pense, à Montréal? Ok. En fait, notre mouvement qui est Apareco a un seul objectif, en fait, c'est libérer notre pays qui est occupé et deuxièmement le refonder parce que c'est un pays qui a été fondé mais avec tout ce qui s'est passé depuis 1996, le départ de Maréchal Mobutu, le pays est complètement dans les chaos. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que vous intoxiquez la population, que vous mentez à la population, que M. Ngwanda lui-même ment à la population? Et j'ajouterai encore, que dites-vous, que répondez-vous à ceux qui le considèrent comme étant, j'utilise l'expression, Terminator, qui ont gardé cette image dans leur tête comme étant cet homme dangereux, un assassin pratiquement? Bon, je vous parle au monde entier. Je m'appelle Angélique et je parle d'une façon honnête et je suis sûre de ce que je suis en train de dire parce que moi je suis une personne, avant d'embarquer dans un mouvement n'importe quoi, j'analyse la situation. Après avoir analysé tout ce qui s'est passé à RDC depuis le départ de Maréchal, M. Honoré Ngwanda avait demandé au peuple congolais que voilà, moi je suis maintenant en Occident, celui qui pense que j'avais assassiné un membre de sa famille peut me poursuivre en justice. En date, il n'y a personne qui s'est levé et puis qui est allé réclamer qu'il y a un membre de ma famille qui a été assassiné par M. Honoré. Mais les gens parlent juste pour parler. Donc selon vous, le surnom qu'on a attribué à M. Ngwanda de Terminator, c'est carrément de l'intoxication? C'est l'intoxication qui n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que M. Honoré Ngwanda a travaillé les derniers temps de Maréchal. Il n'était pas au début quand Maréchal est resté au pouvoir depuis 32 ans. Mais M. Honoré Ngwanda est venu vers la fin et depuis son installation, quand il a commencé à travailler avec Maréchal, on n'a jamais vu quelqu'un sur lequel on peut dire aucune situation qui s'est passée qu'on peut dire que M. Honoré est impliqué. Parce que la communauté internationale avait même fait des enquêtes pour voir si M. Honoré était impliqué dans toutes les situations qui s'est passées au Congo et il était blanchi. Ça n'a pas été le cas. Alors croyez-vous que M. Ngwanda compte-t-il se présenter aux prochaines élections qui auront lieu en 2016 en République démocratique du Congo? Moi, je le souhaite de tout mon cœur parce que c'est le seul espoir du Congo en ce moment. Lui-même a-t-il cette intention, en dehors de vous? Moi, je sais que je connais Papa Honoré. Pour le moment, son seul souci, c'est que le pays soit libéré. Une fois que le Congo sera libéré, nous verrons arriver sur place, nous organiserons des élections et c'est lui qui va être élu, c'est là le président. Comment expliquez-vous que les autres politiciens, les opposants, ne parlent pas le même langage que vous? Comment expliquer que les opposants ne parlent pas d'un pays qui est possédé, d'un pays qui est colonisé par ses voisins? Il n'y a que vous, de l'Apareco, qui en parlez. Que nous autres, on a compris. Notre père de la résistance, Papa Honoré, a mené ses combats depuis le début par des bases d'informations sûres.
c'est vraiment par le service de renseignement. Et les Occidentaux, les Américains, toutes les puissances de ce monde savent que cet homme dit la vérité. Comme nous voyons notre livre, Stratégie du chaos et du mensonge, tout est dedans. C'est lui qui doute de cela, peut lire ce livre, et même les Occidentaux, les Américains, ont lu les livres et ils n'ont pas pu contester. C'est la réalité. Alors, on termine cette interview avec une toute dernière question. Il y a le grand public qui vous suit, ceux de Montréal, du Canada dont nous sommes ici, du pays, à Kinshasa, même un peu partout, on vous suit. Quel message, madame, vous avez à lancer à vos compatriotes qui vous regardent ce soir en français? Moi, je dirais au peuple congolais, j'insiste, connaissant les puissances, les Occidentaux, les Américains, connaissant ces gens-là, leur objectif pour la République démocratique du Congo, ils aiment notre pays, mais ils n'aiment pas le peuple congolais. Donc, nous devons nous mettre tous derrière la résistance. C'est la seule voie, c'est le seul mouvement où lequel nous pouvons avoir espoir pour la libération de notre pays. Alors, je demande à tout Congolais de croire à ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui, parce que j'ai grandi avec ces gens-là, je sais de quoi ils sont capables, et ça prend quelqu'un qui leur tienne tête. Et le seul qui est capable de tenir tête à ces gens-là, c'est bien Papa Honoré. Bien, madame, merci. Merci infiniment d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci. Alors, mes amis, donc, vous voyez, donc, restez là. Nous sommes de retour tout de suite avec la conclusion de cette émission spéciale qui porte sur la recolonisation de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous espérons sincèrement qu'elle a su vous plaire. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Je vous dis merci au nom de toute l'équipe ici en Ringaka. Au revoir et gardez le sourire. C'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix. Parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie. Pour ce peuple, je m'écris. Tu entends, ils sont...